Rebonjour à tous, merci d'être là pour cette émission spéciale. Nous sommes dans une émission spéciale Autotrade pour débutants. Il y en aura 2 ou 3 qui vont s'aligner les unes derrière les autres de ces émissions. Elles sont importantes afin que chacun puisse comprendre comment fonctionne l'autotrade, bien évidemment, et surtout en profite au maximum dans ces périodes où la méthode ne suffit plus en soi. Hein. Vous le savez, vous l'avez compris, la méthode ne suffit plus. Ce qu'il faut absolument, c'est aussi avoir toute la partie de la gestion et du money management, du risque. Si vous avez ça, ça marche. Si vous n'avez pas, ça n'ira pas. Alors, je vois que Paul nous envoie des images avec Raphaël. Raphaël, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. J'ai l'impression, tu sais, d'être dans une église. Raphaël, es-tu là? Ou dans une séquence, je suis là, Luc. Dans une séquence de spiritisme. Es-tu là? Bon, là où Paul essaye de faire des images un peu plus jolies, qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et on va commencer assez rapidement, donc pour expliquer à chacun d'entre nous ce que c'est qu'Autotrade, à quel moment il faille l'utiliser et surtout à qui ça s'adresse. Vous êtes très nombreux. Avant de commencer, vous êtes très nombreux. Cette émission sera disponible aussi, bien évidemment, en replay. Donc, n'hésitez pas à regarder et regarder encore et encore. On va parler aussi de vos questions, puisque vous avez eu des questions, et n'hésitez pas à les alimenter, d'ailleurs, ces questions, dans le chat. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous avez. On y répondra en temps réel, bien évidemment, sans langue de bois, c'est certain. Définition, d'abord, du trading. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en tout cas, trading, qui fait rêver autant de gens? Je vais vous donner ma définition et je laisserai Raphaël donner la sienne. Le trading, pour faire simple, c'est la négociation des valeurs dites mobilières. On a affaire, effectivement, à des valeurs qui se négocient, des valeurs, la plupart du temps, qui sont dématérialisées. Aujourd'hui, tout est quasiment dématérialisé. Ça ne demande pas à aller chercher justement quoi que ce soit pour l'échanger, mais au contraire, de manière électronique, on arrive à faire des opérations sur des marchés dits financiers et donc dématérialisés. On passe par un broker et quand effectivement tu achètes plus bas que ce que tu vends, tu gagnes, et on a en plus la possibilité de faire ce qu'on appelle la vente à découvert, c'est-à-dire que quand tu vends à découvert et que tu rachètes l'actif plus bas que tu l'as vendu à découvert, tu encaisses aussi de l'autre côté. Voilà pour ma définition. T'en as une autre, toi, Raphaël ? Je pense que tu as résumé parfaitement la définition du trading, Luc. Parfait. Bon, dans le meilleur des mondes, on peut imaginer qu'une méthode magnifique pourrait contenter tous ceux qui voudraient intervenir sur les marchés financiers. Ça a été la course pendant des années. On parle de quasiment 20 ans de course où il fallait avoir la méthode miracle. Celle qui parle de nuages, celle qui vous parle de divergence haussière baissière sur des oscillateurs techniques, la méthode effectivement avec une chance au grattage, une chance au tirage, et puis petit à petit on s'aperçoit que la méthode ne fait pas tout. Et la méthode d'ailleurs est très injuste quelque part, puisque certains avec la même méthode gagneront de l'argent alors que d'autres avec la même méthode en perdront. On touche un point sensible. Tu as idée, j'imagine, de ce dont je vais parler, Raphaël. Il se trouve que dans ce cosmos du trading, on trouve tout un tas d'handicaps. Le premier handicap, c'est que vous avez une liquidité qui vous permet de passer de manière contrainte par un intermédiaire. Cet intermédiaire, on l'appelle broker, on l'appelle exchange. C'est un handicap, mais c'est obligatoire. Donc, quelque part, si tu voulais passer directement sur les marchés, tu rêverais. Donc, tu as rapidement compris que le broker ou l'exchange allait, lui, te proposer un prix encore différent de celui qui est coté. Ah bah oui, c'est comme ça dans l'échelle, effectivement, de la gravité. En gros, quand le marché cote 10 et que ta méthode te dit à 10, tu achètes, en définitive, quand tu fais l'opération, tu la fais jamais à 10. Tu vas la faire à 10,50, à 11, ou même plus si affinité. Et là, le choix du broker et de l'exchange est fondamental. Pourquoi ? Parce que, en fait, il applique des frais qui sont des frais variables ou des frais fixes, quoi qu'il en soit. Ça reste un break-even. C'est-à-dire que ton break-even, traduit de l'anglais en tout cas point mort, hein, c'est assez simple, le premier prix à partir duquel tu commences à gagner de l'oseille, il faut tenir compte aussi du broker. Ça, c'est fondamental. Et enfin, pour terminer, dans ce paysage du trading où tu aurais le marché, la méthode, le broker, il faut tenir compte aussi des choses qui sont autour de toi. Et là, je vais introduire quelque chose qui peut-être n'est pas forcément évident pour vous, mais qu'il faut que vous assimiliez.
Tu as une super méthode, tu as un super marché, tu as un super broker, mais tu n'arrives toujours pas à gagner de l'argent. Et là, il faut bien comprendre que pour gagner de l'argent, en définitive, il faut avoir ce qu'on appelle de la contrepartie. La contrepartie, c'est un mec qui perd quand toi tu gagnes, ou un mec qui gagne quand toi tu perds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars qui, au moment où tu vas vouloir acheter, va te vendre, et au moment où tu vas vouloir vendre, va t'acheter. Et dans la quantité que tu veux. Donc, en résumé, quand tu as fait le point sur tout ça, c'est pas parce que tu as beaucoup de pognon que tu gagnes plus que les autres. À moins que tu utilises des techniques comme full marge qui te permettent d'être exposé très peu de temps, d'envoyer du lourd et te barrer très vite. Puisque le facteur risque, c'est quand même aussi l'exposition. On en parlera assez rapidement. On résume, c'est pas parce que tu as une super méthode, un super logiciel, un super broker, un super marché, en 2 mots, que tu gagnes de l'argent. C'est pas vrai. Et même au niveau du broker, vous avez 2 choses particulières à tenir compte. Vous avez ce qu'on appelle des brokers. Ces brokers, ça l'indique, sont des agents de change qui interviennent pour pouvoir passer vos ordres directement sur les marchés. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est une passerelle, une espèce de bridge, un pont, dans lequel, quand on envoie l'ordre, en fait, ça passe directement sur le marché. C'est régulé. Le broker ne peut pas appliquer de pénalité ou même être ce qu'on appelle asymétrique. C'est un terme technique qui est utilisé quand on veut désigner qu'un broker est pas du tout indiqué pour ses clients. C'est-à-dire le broker a l'avantage sur tout et toi, tu as l'avantage sur rien. C'est toujours assez complexe à comprendre, mais il n'y a toujours que 2 possibilités. Soit tu es dans le camp de ceux qui gagnent, soit tu es dans le camp de ceux qui perdent. Le broker peut être à ton avantage comme il peut être à ton désavantage. Et dans ce cas-là, on parle d'exchange. Mais si tu veux, en soi, tout ce qu'on dit, c'est du commerce. C'est pas, on met trading, parce que voilà, quand tu vas en boîte de nuit à 2h30 du matin, à 4 grammes, tu rencontres une nana qui te plaît, tu dis que tu es des traders. Il y a des vidéos qui circulent en ce moment où le mec interroge sur, tu sais, quand les gens ont une belle voiture, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, évidemment, celui qui a une Clio, il est soudeur-monteur, je sais pas où, et celui qui a une Lambo Urus, il est trader. Et encore mieux sur crypto. Sauf que c'est une connerie. Et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. La première chose à retenir, ça c'est clair, c'est donc que ces fameux brokers doivent exécuter vos ordres sur les marchés parce que les marchés sont régulés. Sauf que vous avez une deuxième contrepartie qui s'appelle l'exchange, et là c'est clairement normé. L'exchange n'a aucune obligation de passer vos ordres sur les marchés puisqu'ils travaillent avec leurs propres stocks. C'est pour ça qu'on utilise le mot exchange parce que c'est leur marché à eux. À moi-même tout seul au 4e étage de la tour B de la cité des Bois Fleuris. Tu vois, je suis exchange, j'ai du stock, et je vais te faire la contrepartie. Alors là, on est carrément dans de la symétrie, vraiment. C'est plus du tout déontologique, c'est je t'emmerde. Oui, c'est aussi une autre technique. Il faut comprendre correctement que dans ce principe-là, l'exchange n'est jamais pour toi, absolument jamais. Il travaille avec un dealing desk, il est market maker, c'est interdit, mais lui prend effectivement le gauche, il n'y a pas de problème. Il y a des pays dans le monde entier qui font preuve d'une législation relativement légère et qui véritablement pourront te mettre négatif très rapidement alors que ta méthode était bonne, ton marché était bon, tes ordres étaient bons, mais ça ne se passe pas bien. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus mesuré de ce que je dis là. Quand tu es, par exemple, sur le NKD, qui est le produit Nikkei avec lequel on fonctionne très bien, Genius a des résultats, de très bons résultats. Quand tu passes par XNT, par exemple, au départ, tu as un spread de 2 et un slippage de 1, ce qui te fait 3. Quand on sait que le NKD, le revenu moyen, c'est entre 50 et 150 points, tu te dis que c'est plutôt pas mal et que tu t'en fous de laisser 3 au broc. Sauf que quand tu rentres, en fait, il te prend 3 plus 25 parce qu'il estime qu'il y a ce qu'on appelle un dégradé, en fait, ou une dégradation du prix de 25 points supplémentaires du fait qu'il n'y ait pas de contrepartie. Et à la sortie, quand tu fais 150, il t'en reste 50 parce que lui, il en a pris 125 pour se couvrir pour une raison X ou Y. Donc, le broker n'est pas adapté. Donc, il y a 2 choix. Soit tu hurles à la mort, tu dis « Oh, je vais te tuer !» Ou alors tu dis « Il n'est pas fait pour ça, on dégage, on voit ailleurs ». Alors vous allez me répondre tout de suite, Luc, t'es gentil, mais bon, le broker pour nous, c'est pas la grande question, puisqu'on passe par AutoTrade et le broker, a priori, est adapté. Oui, mais c'est changeant. C'est changeant. On a des partenaires avec lesquels on travaille beaucoup, qui sont XNT, Stonix et Alpaca. On travaille aussi avec Wanda, mais beaucoup moins, puisque Wanda, petit à petit, descend en termes de volumétrie, et vous allez voir que quand les marchés vont fracasser,
il va y avoir beaucoup, effectivement, de brokers qui vont mettre la clé sous la porte, comme il y a eu il y a quelques temps. En 2008, on a vu aussi beaucoup de dégâts. Et donc, on fait très attention aussi à la banque dépositaire et j'allais dire, au contenu de vos comptes. Il n'est pas question que vous fassiez éclater. Ce que je veux dire, c'est que ces fameux break-even, donc le côté emmerdant et handicapant du spread, du slippage, varient aussi en fonction de la période et en fonction, bien évidemment, du risque des marchés financiers à se casser la figure. En soi, ce n'est pas un risque, Raphaël, de se casser la figure. Le risque, il n'est pas de se casser la figure. Le risque, il est de ne jamais avoir de contrepartie pour sortir, par exemple. Tu vois, c'est d'engager une opération et de vouloir sortir, mais comme tout le monde est dans le même sens, on ne peut pas t'exécuter. Donc, virtuellement, tu as gagné 350 000 $, réellement, tu as gagné des carambars. Ce n'est pas la même chose. Après, ça se négocie. L'école primaire Louise Michel du coin, tu arrives à négocier. Mais sinon, tu n'y arrives pas. Ça ne sert à rien. Donc là, il faut tenir compte que la période est risquée et que ça ne sert à rien d'imaginer que c'est parce que tu as une bonne méthode, un bon truc, un bon machin, que tu vas ramasser des pluies d'oseille. Parce qu'on gagne toujours l'argent des autres. On ne gagne jamais l'argent qu'on met dans un saladier. Donc si les autres, malheureusement, sont maintenant des professionnels, des institutionnels, des gens qui passent en priorité par rapport à toi, il te reste un peu peau de chagrin. Jusqu'à présent, peau de chagrin, ça faisait quand même des beaux billets tous les jours. Ben, là, ça fait de moins en moins de billets. Alors, ce que je vous dis est fondamentalement important parce que les gens souvent se plaignent de ne pas gagner assez, de ne pas gagner beaucoup, et ainsi de suite. Et là, moi, je vais introduire la partie du capital. Parce que le capital, c'est capital. Il faut d'abord savoir que pour acheter ou vendre un produit, il y a ce qu'on appelle un collatéral. Ce collatéral, il y en a 3 d'ailleurs pour chacun des produits, il est fondamental à connaître puisque le collatéral, on parle de marge. Et en particulier, vous en avez 3 puisque vous avez la marge initiale. La marge initiale, c'est ce qui permet d'intervenir sur le produit. C'est l'argent minimum que vous devez disposer sur le compte pour pouvoir engager une opération. Cette phrase est lourde de sens. Elle est très lourde de sens, parce que dans la phrase, il y a que vous avez de disponible sur le compte. Parce que les gens me disent, bah oui, mais j'ai 700 000 $. Oui, mais tu en as déjà 690 000 engagés. Donc, il te reste plus rien. Donc, la marge disponible, c'est bien celle que vous avez dans le facteur, je vous montrerai en live la fois d'après, net liquidation. D'accord ? La ligne net liquide, donc il y a le PNL qui tourne en permanence et il y a le net liquide. Le net liquide, c'est ce qui te permet effectivement de savoir si tu peux acheter ou vendre l'opération. Il y en a un autre qu'on appelle effectivement le risque value. Le risque value, il est donné en pourcentage et ça te permet de savoir si tu peux engager une opération supplémentaire ou pas. Il y a plein de petites astuces qu'il faut savoir pour pouvoir réduire cette marge, puisque vous n'êtes pas sans comprendre que si vous voulez acheter un produit, il vous faut une première marge, et puis si vous voulez le vendre, il vous faut une seconde marge. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Ça veut dire que si vous n'avez pas assez d'argent sur le compte pour pouvoir acheter, et encore moins pour vendre, ben vous aurez peut-être à la limite un peu pour acheter, mais vous n'aurez plus pour vendre. Et si vous n'avez plus pour vendre, ben vous êtes dehors. Vous êtes dans ce qu'on appelle une opération en margin call, et ce margin call, le broker fait ce qu'il veut pour réunir de la marge et vous exécuter dans un prix beaucoup plus bas, encore très très bas. Donc vous gagnez absolument jamais là-dessus. Donc prudence bien sûr, l'exposition et j'allais dire la marge engagée, c'est un facteur fondamental. Alors on a les outils pour ça, je vous parlerai tout de suite après avec Raphaël de l'autotrade. On va bien expliquer, bien schématiser qui fait quoi, comment, où, combien, et vous allez comprendre que l'autotrade n'a pas qu'une fonction de passer des ordres chez le broker, mais aussi à vous faire des choses qui sont relativement importantes. Raphaël, tu es toujours là ? Oui, tu m'entends ? Je t'entends plus, moi. Ah. Tu es avec moi, Raphaël ? Oui, pourquoi je attends, t'entends plus ? bouge pas. Raphaël ? Voilà. Oui, tu m'entends ? Ben oui, mais si tu appuies sur mute, Raphaël, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, si tu es encore là, c'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire jusqu'à présent de tout ce que j'ai dit ? N'hésite pas à confronter. Ouais, pas de souci, Luc. C'est bon ? On continue. Donc, quand vous avez compris cette histoire de collatéral, ça s'appelle le collatéral, la fameuse marge importante, il y a encore des variations à prendre en compte. Alors, vous allez me dire, Luc, putain, il faut sortir de quoi ? Maths sup, je pourrais essayer de... Mais non, parce qu'en définitive, on automatise le maximum de choses. En fait, il existe d'abord la marge initiale. Cette marge initiale, c'est celle qui te permet d'acheter ou de vendre le produit, mais ça, tu l'as compris, je te l'ai expliqué tout à l'heure.
Ensuite, pour tenir le produit, tu as ce qu'on appelle la marge de maintenance, qui te permet effectivement d'avoir au moins un minimum de fonds engagés sur l'opération, et le reste est dispo. Mais celui-ci, il est coincé tant que tu n'as pas débouclé l'opération. Et enfin, tu as la marge overnight. Cette marge overnight, elle multiplie effectivement la marge initiale pour tenir une opération dans une période qui n'est pas cotée, hors séance. Tu vois? Donc ça, c'est important de le comprendre aussi. Je reviens à cette marge, fameuse marge initiale, elle est beaucoup plus importante que la marge de maintenance. Parce qu'une fois que tu as été exécuté, donc marge initiale, ma position est en working, j'attends d'être exécuté, puis une fois que je suis exécuté, je passe en marge de maintenance. L'initiale disparaît. On me rend l'initiale et on me prend la maintenance. Comme ça, au moins, je sais que j'ai moins d'argent engagé sur le marché. Comme ça, c'est réglé. Sauf que, c'est pas si facile que ça au pays des bisounours. Cette marge, en fait, initiale, elle fluctue en fonction du risque. Le risque, c'est quoi? C'est une volatilité importante et une liquidité qui se réduit comme peau de chagrin. C'est exactement ce qu'on vit maintenant. Ce qui veut dire que les brokers peuvent recevoir des informations venant des places, Euronext, NYSE, le CIMEX, le CBOT, ce que tu veux, et les mecs leur disent « Attention, volatilité accrue, liquidité en berne, vous avez intérêt à augmenter vos marges. » Et là, tu vas te dire, je ne comprends pas, hier je passais avec 10 000 balles sur un contrat YM, et là, je ne passe plus du tout. C'est normal. C'est parce que les marges ont évolué du fait du risque. Alors vous allez me dire, oh, salaud, on aura ta peau. Non, pas du tout. Ça te permet effectivement de savoir que si tu n'arrives plus à passer avec le même niveau de marge, ben, y a un truc qui se prépare, quoi, tu vois, il y a quelque chose, ça renifle le cochon grillé, quoi, il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu es en train de te dire, bah, si les marges changent, c'est qu'ils savent quelque chose que moi, je ne sais pas encore, mais qui va me tomber sur la gueule si j'applique ce que je faisais hier. En gros, c'est ça, d'accord? Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, hein. Le moteur avait calé pendant un certain temps, on l'avait même raconté une belle histoire, et puis là, ça repart. D'ailleurs, à titre d'exemple, vous verrez les yeux briller des gens quand SpaceX envoie effectivement une fusée et la récupère avec des bras. Moi, j'ai envie de leur rappeler que la NASA envoyait déjà des fusées et les mecs atterrissaient comme un avion. Hein, bon, après, on verra. Vous avez connu les navettes Challenger, tout ça, vous avez connu. Alors, évidemment, il y a eu des mauvais essais au départ, mais il n'a rien créé, il n'a rien inventé. On est tous, en fait, subjugués par de l'information qui, en définitive, n'est là que pour te distraire. J'en reviens à mon histoire de marge. Donc, quand on est un petit peu plus initié, ça s'apprend dans les formations full marge, on utilise, en fait, ces contraintes de marge de façon à pouvoir passer des ordres différents. Le plus connu, celui que vous pratiquez assez librement, c'est l'ordre market. C'est celui qui va être destructeur. Celui-ci va être destructeur dans quelques heures, parce que si tu passes market, c'est un chèque en blanc au broker. Donc méfie-toi de ce que tu fais, parce qu'il peut te défoncer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a l'OSO. L'OSO, effectivement, fondamental, parce que ça te permet de mettre 3 ordres conditionnels, il y en a 2 qui sont tapés, le 3e s'en va. Ça, c'est dans la logique. Mais on s'est aperçu que depuis un certain nombre de jours, le broker pouvait en annuler 1, 2, mais laisser traîner le 3e. Ça s'appelle un no-loan. Il le fait parce qu'il considère qu'il n'arrive pas à l'annuler, parce que ceci, parce que cela, parce que ce que tu veux. Donc, à toi d'être très, j'allais dire, disponible pour pouvoir regarder ce qui se passe chez ton marché, sur ton marché, chez ton broker, et voir si véritablement l'ordre a été passé comme il le fallait et qu'on n'est pas en train de te raconter une salade avec un no-loan qui reste. Évidemment, si le loan reste, c'est un ordre qui peut être frappé, exécuté, qui tombe dans le vide et qui te fera perdre beaucoup plus que ce que tu n'auras gagné auparavant. Ça, on en reparlera aussi, bien évidemment, dans les émissions suivantes sur comment utiliser correctement AutoTrade et ainsi de suite. Enfin, pour finir, sachez que dans les ordres les plus complexes sont ceux qu'on appelle effectivement buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. Vous avez même du buy limit stop ou buy stop limit. Il y en a, ils aiment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un buy stop, c'est un ordre unique à un prix fixé, alors qu'un ordre avec un limit stop, bah, c'est un ordre avec une certaine marge de maintenance. Hein, tu vois, ils peuvent te permettre d'être exécuté là ou d'être exécuté là. Donc, ils te disent, faites-le comme ça, c'est mieux parce que comme ça, on a de la latence pour pouvoir vous envoyer l'ordre sur le marché. Toi, tu leur dis, arrête de me prendre pour un con, je vais t'exécuter à 10, m'envoie pas à 9 parce que ça ne me servira à rien. Et eux, ils te disent, oui, mais j'ai pas la contrepartie. Et là, tu leur réponds, tu n'avais qu'à commencer par ça, j'aurais pas été chez toi, j'aurais été voir un autre qui l'a. Et ça, ils n'aiment pas trop. C'est comme ça. Au moins, vous avez compris à quoi servait la marge, à quoi servait le broker, à quoi servait la méthode et à quoi servait tout l'environnement du trading. Donc, je pense qu'on peut mettre un point final sur cette partie, en fait, de la formation qui est
Qu'est-ce que c'est que le trading? Qu'est-ce que c'est que le broker? À quoi il sert? À la marge, on va en reparler de la marge bien évidemment, puisque je vous donnerai des techniques. Là, on va rentrer dans de la technicité. Pour les gens qui sont débutants complets et qui ne piquent pas un mot de ce que je viens de dire, vous avez intérêt à programmer de la formation, parce que si vous rentrez en opération dans les heures qui arrivent, vous allez devoir jouer avec la subtilité des marchés. Exemple, si jamais mon ordre buy, stop ne passe pas pour sortir d'une opération sell, stop, il va peut-être falloir que j'envisage un buy limite cette fois-ci. Un, pour garantir mon exécution, et deux, pour éviter d'avoir un break-even sur la planète Pluton, par exemple. Ça te parle, ça, ce que je te dis, Raphaël? Ouais. On est bien d'accord. Tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que tu es assez complet sur... Le mec, il s'est pris un coca. Le mec, il s'est pris un coca. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est bien. Hein. Ah ouais, mais plus fort, voir. Ah ouais, c'est bien ce qu'il dit. Ah non, après, il est vrai aussi que, bon, après, il y a des petites astuces à connaître, notamment pour entrer en opération, oui, soit en ordre stop, mais on peut aussi parfois rentrer en ordre limite quand on ne peut pas être exécuté en stop. C'est ça. Voilà, c'est des petites techniques qu'il faut... On était ce matin ensemble avec justement Marc et Thierry qui n'arrivaient pas à passer justement chez le broker. Bon, bah, ça explique exactement ce que tu viens d'expliquer. La marge qui a explosé et qui permettait plus de rentrer sur les marchés, quoi, tout simplement. Et la marge varie entre la colonne des bids et la colonne des asks. Donc forcément, cette marge peut être complètement variable. Alors, ce qu'il faut faire et pas faire dans cette période. Ce qu'il faut faire, être strict sur la méthode, en tout cas votre fonctionnement, à savoir, je fais uniquement si j'ai de la quasi-certitude. Je ne fais pas si j'en ai pas. Je mettrai AutoTrade on avec les paramétrages que je vais commencer à vous introduire. Je le mettrai off si véritablement je ne le sens pas. Alors vous allez me dire, la notion de je ne le sens pas, elle est quand même vachement discrétionnaire. Et vous n'avez pas tort. En fait, le fait de je ne le sens pas, il suffit d'avoir une win-bar dégueulasse, très négative ou pas belle du tout, avec un market wizard qui n'est pas beau non plus. Bon, tu vas pas t'embêter, tu rentres pas, c'est réglé, on n'en parle plus. Si jamais tu rentres dans un marché qui est déjà pas propre et toi tu essayes de faire des étincelles, bon bah vas-y carrément en skateboard, la descente va être longue, ça risque d'être un petit peu tendu pour toi. Donc jusqu'à présent, je fais beaucoup de métaphores, j'essaye de trouver effectivement des termes qui ne sont pas des termes forcément barbares. Si vous avez des questions par rapport aux termes, vous pouvez introduire tout de suite vos questions. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses pour lesquelles vous semblez un petit peu perdu. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'intelligence artificielle dans Genius, pour bien que vous compreniez à quoi ça sert et à quel moment, en fait, elle intervient. Est-ce qu'on peut voir mon écran full size, s'il te plaît, Paul? Voilà le graphique de ce que fait Genius sur Genius Station. Voilà aussi ce qu'il fait avec AutoTrade. En fait, ce qu'il faut comprendre de base, c'est que Genius AI est l'algorithme qui trouve les stratégies. AutoTrade, c'est véritablement la partie mécanique de passage d'ordre. L'intelligence artificielle est en deux temps. On dit qu'elle est génératrice sur l'algorithme de Genius AI et elle est classique, standard, dans AutoTrade. Voilà ce qu'il faut comprendre. Quand on est avec l'algorithme Genius, vous pouvez choisir, bien sûr, de voir tout ou peu d'assets. Alors, le choix des assets dépend de votre capital initial. Vous avez un tableau des marges. Charlotte vous le remettra dans le chat. Vous avez un tableau des marges. Si vous n'avez pas la marge pour traiter le produit, ça ne sert strictement à rien. N'allez pas cocher, en tout cas dans menu profil broker AutoTrade. On le fera en live la fois d'après. Pour l'instant, c'est une émission plutôt théorique, globale, de façon à vous introduire toutes les prochaines émissions qui arrivent en pratique. Ça ne sert à rien d'aller cocher des instruments si vous n'avez pas la marge. Absolument à rien. Tout le monde parle de Nasdaq, je veux faire du Nasdaq. Eh ben non. Tu ne feras pas du Nasdaq, d'ailleurs surtout pas. Par contre, tu utiliseras le Nasdaq pour faire son sous-jacent ou son suiveur, comme par exemple l'ES. On en reparlera dans d'autres émissions.
Pour le moment, on va s'intéresser à la partie intelligence artificielle. Et on va commencer par le début, à savoir toute la partie de la Genius Station, donc cette fameuse station de trading unique au monde, parce qu'il n'y en a pas deux, dans lequel vous avez beaucoup d'éléments. Et en particulier, on vous parle beaucoup de la zone haute, avec le ticker, avec bien évidemment le Market Wizard, avec en plus la Winbar dans le player télé, mais aussi tout le header en fait des graphiques, dans lequel vous trouvez énormément de choses. On les décomposera au fur et à mesure de ces émissions. Ça, c'est la première chose. La seconde, vous avez l'algorithme Genius. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, ce n'est pas un robot, c'est tout sauf un robot. C'est un système qui va scanner en permanence les valeurs de marché pour aller détecter des opportunités qui rentrent dans des critères définis. Ces opportunités, pour nous, elles sont simples, puisqu'on se base sur les deux ouvrages que j'ai écrits, à savoir le livre des excès de prix et la quasi-certitude. Il y a aussi le livre vert des figures de trading. Ça sont les trois livres qui sont utilisés pour pouvoir entrer. Si vous avez l'envie de connaître les mathématiques financières, je suis en train de finir celui qui s'appelle des séquences mathématiques du trading, dans lequel je vous introduis des fonctions un peu plus élaborées, un peu plus élevées, comme Sharpe, Black and Scholes, ou le 9 de Gann, ou qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis pas mal, effectivement, de théorèmes mathématiques utilisés dans les mathématiques quantitatives financiers, qu'on appelle les quants, qui sont issus du cerveau humain, certes, mais nécessaires pour pouvoir construire des algorithmes. Je me suis même amusé à décortiquer les algorithmes, en tout cas Aladdin de BlackRock, et même celui de Citadel, Vantage et les autres. Donc je vous mets tout ça dans un livre, si ça vous intéresse, Charlotte vous mettra le lien dans le chat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme, en fait, lui, son boulot, c'est de trouver les stratégies. Et une fois qu'il les a trouvées, il va tester la stratégie et il va vous dire si ça répond aux critères. Et si ça répond aux critères, il va la mettre en liste d'attente. D'accord? En liste d'attente, là, vous le retrouvez sur Genius avec plusieurs niveaux, comme par exemple celui du widget des alertes. Ça vous donne ceux qui sont à l'achat à l'attente ou à la vente à l'attente. Et ça vous donne même celles qui sont closes et celles qui tournent, avec une barre de progression. Il y a une vidéo qui a été faite d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est stupéfiant, le widget des alertes. Dans l'algorithme Genius, bien évidemment, l'algorithme Genius, donc on lui envoie le flux de données, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et il trouve les stratégies. Il les confronte aux critères de probabilité, et une fois que tout ça c'est OK, il dit, c'est bon, j'en ai une, je la tiens. Il envoie la stratégie sur le graphique et dans le même temps, si vous lui avez dit « envoie-les chez mon broker », donc si vous avez mis AutoTrade On, il l'envoie à AutoTrade, qui est un service différent de celui de l'algorithme. L'algorithme AutoTrade. Ça, il faut bien comprendre que c'est distinct, les deux. C'est d'autant plus important que l'algorithme peut envoyer des ordres très positifs, mais qu'en définitive, vous ne preniez pas d'argent de votre côté parce que vous avez mal configuré, customisé la partie effectivement que vous trouvez dans menu, profil, broker et toute la partie de custom d'AutoTrade, dont on parlera dans les prochaines émissions. Donc il faut bien comprendre que l'algorithme trouve la stratégie, elle l'envoie sur le graphique, elle l'envoie aussi à AutoTrade, et AutoTrade est chargé de l'envoyer chez votre broker en fonction de ce que vous avez, vous, décidé et paramétré, customisé dans la page. Menu, profil, broker, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, Genius a fait son boulot, l'algorithme s'arrête. C'est-à-dire que lui, il va continuer son travail à gauche, et l'AutoTrade, lui, se met en branle, comme on dit. Et c'est l'AutoTrade qui va faire plusieurs choses. La première chose que va faire l'AutoTrade, c'est qu'il va regarder ce qui vous reste dans Net Liquidation. Vous prenez votre Order Book, vous prenez le Count Summary, vous avez la ligne Net Liquide. Et l'AutoTrade, la première chose qu'il va faire, alors il va regarder ce que vous lui avez dit, est-ce que vous voulez limiter vos gains, limiter vos pertes, est-ce que vous avez déjà fait des gains, déjà fait des pertes, combien de lots vous voulez envoyer au maximum, est-ce que vous êtes en mode prudent ou agressif, est-ce que vous voulez de l'allègement du renforcement, est-ce que vous voulez simplement exécuter les opportunités à 75%, à 90% de probabilité. Tout ça, il le regarde, il le secoue, et il dit voilà, moi je suis dans les critères. Maintenant, pour exécuter l'opération, et c'est ce que devrait faire tout trader qui se porte bien, je vais aller regarder ce qui me reste dans le net liquide. C'est hyper important. Si vous faites l'opération comme ça, en disant j'ai une super stratégie, j'envoie, vous mettez en l'air en fait les stratégies passées dans lesquelles vous avez envoyé des ordres, mais vous n'aurez plus de quoi sortir si jamais ça se passe mal. Et deux, vous bloquez vos ordres OSO qui, eux, ne comprennent plus rien, puisque vous avez envoyé déjà un ordre contraire qui viendrait à fausser les autres.
En fait, c'est pas compliqué, on travaille à somme nulle. Ça veut dire qu'en fait, on travaille, si vous achetez, c'est 1, si vous vendez, c'est moins 1. 1 moins 1, 0. Alors, les gens me disent, ah, on sait faire. Très bien. Sauf que si tu vends à découvert, c'est moins 1. Pour pouvoir sortir ton opération, c'est plus 1, moins 1, plus 1, 0. Un cours 5e, hein, avec le monsieur Brun, professeur de mathématiques. Voilà, un truc assez facile. Donc ça, c'est facile. Maintenant, quand tu as, par exemple, on va dire un moins 1 en vente à découvert, puis toi, tu arrives, tu viens l'emmerder, tu rajoutes un plus 2. Bah, lui, il est moins 1 plus 2, moins 1. Hein, il ne comprend plus rien. Là, il ne sait plus. Il ne sait plus comment il s'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour annuler cette opération, son moins 1 ne suffira pas. Il va être obligé de comprendre qu'en fait, tu as parasité l'opération et tu es obligé de passer avec un ordre contraire sur lequel tu dois arriver à une somme nulle. C'est un petit peu complexe, mais dans la pratique, vous allez beaucoup mieux comprendre. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous devez tenir compte de la marge. Donc, l'autotrade, lui, regarde ce qui vous reste en nette liquidation. Et derrière, il se dit, bah, il a la marge suffisante, on l'envoie. Ou alors encore mieux, il a tellement de marge qu'on peut, parce que la probabilité est importante sur cette stratégie, envoyer 10 lots d'un coup. Et là, il le fait tout seul à ta place. Ce qui est intéressant quand tu es très capitalisé, c'est d'activer la fonction allègement-renforcement. Parce qu'elle va permettre de rentrer doucement, d'accélérer et de sortir doucement. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc, elle va elle-même regarder, en fait, Autotrade, ça va regarder de toute façon de son côté ce qui te reste. Et si jamais, effectivement, tu n'as pas assez, elle ne fera pas l'opération. Alors, m'appelez pas, ça ne sert à rien. Ouais, Luc, j'ai rien qui passe. Bah, peut-être que tu as fait des OP, que ça bloque l'Autotrade, que tu n'as pas assez de marge, que les produits que tu as sélectionnés sont des produits à trop forte marge pour ton capital. Peut-être que ça ne fonctionne pas et que c'est à cause de ça. Il faut vraiment que vous regardiez ce côté-là. Et on fera des exemples précis à la prochaine émission pour que vous puissiez prendre conscience de la dimension qu'il faut apporter à cette fameuse marge. Ensuite, quand tout ça s'est contrôlé et que ça fonctionne, l'autotrade, hein, Genius, vous vous rappelez, hein, l'algo, lui, il est en train de boire un café au café de Paris. L'autotrade, lui, il fonctionne en alone, hein, il va simplement lui envoyer l'exposition qu'il trouve bien et ainsi de suite en fonction du risque et ainsi de suite, et il l'envoie. Et ce qu'il envoie, l'autotrade, c'est toujours les 3 ordres OSO. Celui pour rentrer, celui pour sortir avec gain et celui pour sortir avec perte. Si celui pour rentrer est tapé, il attend juste une chose, c'est que celui avec gain ou perte soit tapé et il annulera l'autre qui pourra ne pas rester en alone. Là, il y a déjà un hic. Parce que le broker peut oublier de l'enlever, il peut ne pas pouvoir l'enlever, il peut y avoir un problème dans son propre API. Donc il va falloir que vous ayez la double surveillance et sur votre compte Genius et chez votre broker. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de choix par rapport à ça. Genius Autotrade vous fait rentrer en position. Elle vous fait rentrer avec le calcul de marge automatique, avec l'exposition la plus préférable pour vous. Elle tient compte de toutes les opérations passées, futures et patati patala à votre place. Elle allège, elle renforce. Elle crache vos ordres. Quand elle sort de l'opération avant la target, elle rebondit si elle y trouve de l'intérêt. Ça veut dire qu'elle est capable de reprendre l'opération et de repasser effectivement l'opération. Il n'a plus besoin de l'algo. Hein. Autotrade, il sait faire sans l'algo. Là, hein. Il regarde ce qui reste en target, il regarde si c'est suffisant, si le RR est correct en avant Guingamp. Il n'a rien à foutre du reste, hein, ça c'est évident. Il regarde si vous n'avez pas dépassé la limite de gain, il regarde si vous n'avez pas dépassé la limite de perte, et ainsi de suite. Attention, la limite de gain et la limite de perte, leur exécution est conditionnée à l'acceptation par le broker. Si jamais Genius dit bah, tu me sors tout, c'est ce qu'on appelle un ordre en exit and cancel, price at market. Il y a 2 termes à retenir. Alors, vous allez hurler, c'est de l'anglais. Flatten. Flatten, ça veut dire que toutes les opérations running sont out. Cancel, ça veut dire que toutes les opérations qui sont en attente dans les workings sont annulées. Cancel. Si tu es flatten and cancel price at market, ça veut dire qu'il ne te reste rien sur le marché. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs quand vous quittez le marché. Donc, les ordres sont passés de telle manière que Genius est capable, et vous allez voir que le mécanisme est extrêmement précis, c'est pour ça qu'il ne faut pas interférer avec les ordres de Genius, parce que sinon vous mettez en l'air en fait ces stratégies. Si elle est rentrée à plus 2 et qu'elle veut rentrer encore plus 3, vous aurez effectivement 5 sur le marché. Elle sait que pour annuler ces 5, il faut qu'elle envoie un moins 5. Si entre deux, vous envoyez un plus 2, bah, votre moins 5, il n'annulera pas les 7 au total. Ça paraît assez évident. Donc elle vend à découvert, elle achète, elle rachète, elle allège, elle rebondit. Ça, c'est des trucs qu'elle fait en temps réel. C'est fondamental de le voir
pour le croire, ça c'est clair. Quand ça ne se passe pas bien, vous allez vous poser la question 100 fois en vous disant qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, là. Elle crache l'ordre, elle ne s'emmerde pas, elle va pas, voilà. Et s'il faut le reprendre plus tard, elle le reprendra plus tard. Et enfin, comme je vous l'ai dit, elle rebondit sur ses opérations. Ça veut dire que si elle sort trop tôt, parce qu'il faut comprendre que la Janus, en fait, elle fonctionne à cliquet. Alors, important, ne me parlez pas de trailing stop, qui est une saloperie vendue par les brokers comme étant d'ailleurs important, parce que sinon, blabla, mon cul sur du poulet. On est effectivement sur des opérations à déclenchement instantané. Il faut moins de 7 millisecondes pour envoyer un ordre chez le broker de la part de Janus. Il faut comprendre que le temps que ton ordre apparaisse sur le graphique de Janus Station, l'ordre est déjà chez le broker depuis, par exemple, 3-4 jours. J'exagère, mais ce n'est pas parce que tu vois l'ordre arriver sur Janus Station que le broker ne l'a pas déjà reçu, lui. Hein. Regarde, c'est impressionnant. L'affichage sur Janus prend souvent plus de temps que ce qu'elle envoie chez le broker. C'est pour ça que l'interface Janus, on la limite de plus en plus, parce que ce qu'il faut absolument, c'est vérifier que le broker ait bien reçu les ordres que tu lui envoies. Ça, c'est fondamental. Donc, Janus rebondit, hein, pas de difficulté, et Janus, surtout, est disponible 24/24, 7/7. On peut revenir sur moi, si tu veux, et sur Raphaël Paul. Voilà, on va regarder s'il y a des questions. Est-ce que ça te convient, mon explication, Raphaël? Parfait, Luc. Tu t'es pas endormi? Très clair. Non. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Est-ce qu'on a des questions? Il n'y en a pas pour l'instant. Moi, j'en ai des questions. Hein. J'en ai tout un paquet, parce qu'il y en a qui me les ont envoyés depuis la semaine dernière. Jamel qui nous dit « AI, c'est le cerveau, Autotrade, c'est le manœuvre ». Sauf qu'il y a aussi de l'intelligence artificielle dans Autotrade, hein, tu l'as bien compris, sauf que ce n'est pas génératrice, c'est véritablement de l'intelligence artificielle classique traditionnelle, alors que du côté intelligence artificielle de Janus, on a un analyzer et on a aussi un optimizer, donc c'est du machine learning. On est vraiment dans le principe d'apprendre, hein, c'est évident. Alors la question, cette question, il l'adore, il me l'a posée 100 fois. En moyenne, l'algo arrive à générer combien de pourcents par mois? En moyenne, merci. Moi, je vais te répondre deux choses. La première, il faut savoir qu'à peu près 8 jours sur 10, tu as une win bar qui est positive. Première chose. Seconde chose, la win bar, parce que c'est ce qui nous sert de référent, vous l'avez devant les yeux, elle est à $355. Elle fonctionne toujours qu'avec un seul lot et une seule action. Quel que soit j'allais dire le prix de l'action ou le prix du contrat, c'est toujours un contrat, un lot et une action. Donc tu vois que c'est très positif. Donc si on donne des résultats à brut pour point comme ça, elle est largement sur des résultats à 2 chiffres. Largement. Et d'ailleurs, il y a Janus tout de suite en dessous qui dit « Moi, je génère entre 15 et 30% avec l'algo ». Il a raison. Hein, c'est très bien. Ce qu'on va chercher, c'est aux environs de 1%. Oui, mais pourquoi si on fait 14%, pourquoi on ne peut pas rester? Ben ça, je vais laisser Raphaël vous répondre dans quelques instants parce qu'il l'a vécu en live. C'est très dur d'écouter Luc dans ces moments-là. Hein, on y croit à peine. Hein. Quand Luc le dit, on dit « Oh, arrête tes conneries, pourquoi il s'arrête ?» Le mec, dès qu'il fait 1%, il s'arrête à 1,5%, il s'arrête. Pourquoi il le fait? Réponse de Raphaël. Eh bien, tout simplement parce que ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand vous gagnez sur les marchés, comme l'a dit Luc tout à l'heure, c'est que vous piquez de l'argent à quelqu'un. Ça, c'est important à comprendre. C'est que si vous êtes gagnant, il y a une personne qui va être perdante de l'autre côté et inversement. Et plus vous allez rester sur les marchés, plus vous allez vous exposer justement à d'éventuelles pertes. Hein. C'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent, vous allez vouloir continuer à trader, et au final, ce que vous allez avoir gagné, on va vous le reprendre. Et vous allez même arriver à un moment donné de passer de positif, même pas à break-even, mais même en négatif à la fin de la journée. C'est pour ça qu'il faut avoir ces limites de gains quotidiennes et de ne pas, on va dire, continuer à faire et à tomber dans l'overtrading surtout. Ça s'appelle l'overtrading, absolument. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que plus vous allez gagner de l'argent, plus vous allez rentrer lourd sur les marchés, plus vous allez être repéré, tout simplement, suivi. Ça se voit dans les carnets, en l'occurrence. Donc moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois, pour être précis. 2 fois, voilà, où vous êtes sur une belle ascension de gains et puis vous ne changez pas de votre façon de trader et du jour au lendemain, vous faites défoncer sans arrêt à chaque fois que vous rentrez sur le marché, tout simplement parce que vous avez été repéré, vous êtes chassé, qu'on appelle.
Vous êtes chassé et vous faites chier la place. Ça, c'est clair. Vous les emmerdez. Alors, quand on parle de gain d'argent, on parle de quelqu'un qui est capable de doubler son capital en moins d'une semaine. Hein, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça vous arrivera peut-être aussi. Dans de forts mouvements, comme par exemple en ce moment sur le FDXM, vous êtes bien chargé, vous avez confiance dans ce que raconte Autotrade, vous sortez un petit 25-30% du capital, vous commencez un petit peu à intéresser les gens. Parce que ce qui est intéressant à regarder, c'est le lot average, on en parlera dans les prochaines émissions. À être bien en face, c'est considérer le lot average comme étant un moyen de bien vérifier qu'il y ait toujours de la contrepartie. Et pour autant, il faut se méfier parce que vous êtes vu, et si vous êtes vu, ils vont tout faire pour vous piquer le pognon. Comment ils font? Ils te spouffent le marché. Toi, tu y vas comme un goret, puis tu te fais mettre à l'envers comme un con. Et puis ton broker n'arrive pas à t'exécuter correctement. Tu rentres trop lourd comme un abruti, donc tu te fais envoyer en l'air. Et la personne à qui tu as pris le pognon a beaucoup plus de volume d'argent que toi et est capable de te faire remonter un marché très haut dans un marché vendeur. Oui, c'est des choses qui arrivent. Donc toi, tu es comme un con. Tu es vendeur à bloc, puis tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à gagner. Dès que tu rentres, le marché fait une respiration de 50 points. Ça fait 4 fois que ça arrive, tu viens de perdre 200 points. Les 137% que tu as fait le mois dernier te passent devant le nez. Ils ont déjà tout récupéré. Voilà, donc méfiance, bien sûr. On continue. L'autotrade en soi, tel que vous l'avez en dessous, est très rémunérateur. Vous avez des informations importantes, la quantité de trades, les gains et le capital. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a marqué 355 que c'est génial. Il faut aussi avoir le ratio de 355 divisé par 37. Il aura fallu faire 37 opérations pour faire $355. Moins tu as d'opérations, plus tu as de gains et plus effectivement tu fonctionnes. L'avantage quand même de la WinBar, qui est phénoménale, c'est qu'elle est pilotée par l'intelligence artificielle. Donc c'est une vraie WinBar sans drawdown. Ça veut dire moi je vais les appeler les traders voleurs menteurs sur Internet, perdent 3 000 €, ne disent rien, gagnent 500 € et affolent toute la planète sur Internet, TikTok, X en disant que c'est les meilleurs du monde. Donc bien sûr, ça ne peut pas fonctionner. Dans la logique, pour finir, de ce que dit Raphaël, il faut comprendre aussi que les exchanges comme Crypto.com, Binance et autres, ce que tu veux de crypto-monnaie, ne peuvent pas effectivement vous garantir de gagner, bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'eux gagnent beaucoup d'argent. Et s'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est que c'est votre argent qui gagne, tu as bien compris. Tu n'as pas un mec dans la cave qui est en train d'imprimer du billet. Ouais, mais le Bitcoin, ça rapporte des milliards. Pour eux, pas pour toi. Comment tu le sais? Ils sont milliardaires. Parce que quand tu as 1 milliard en masse monétaire, ce n'est pas 1 milliard qui se transforme en 2 milliards. On est bien d'accord. C'est 1 milliard qui reste 1 milliard. Et comme tu as balancé 1 milliard d'opérations et que l'autre, il a fait 1 milliard de chiffre d'affaires, parce que chiffre d'affaires, bénéfice, hein. Ils vont très vite. Hein. C'est la case du dessous. Hein. Chiffre d'affaires, bénéfice. Hein, mais où est Dan? Bénéfice. Ah, après ou avant fiscalité? Fiscalité inside. Donc tu te retrouves dans un état de fait où l'exchange gagne, mais toi tu ne gagneras jamais. Hein, quel que soit d'ailleurs les messages sur X ou ce que tu veux. Ça pue, point barre. Donc voilà pour cette première explication entre Autotrade et Genius et ainsi de suite. Et on vous parlera dans la prochaine émission de toute la partie de la passation d'ordre. Je vais faire quand même une petite introduction parce que j'ai, moi, des gens qui me posent des questions et en particulier, pouvez-vous montrer comment vous entrez en position avec des exemples simples qui me seraient très utiles? J'ai envie de te dire que l'exemple le plus simple, c'est celui de confier à Autotrade la capacité de prendre ton opération. Alors là, c'est très simple, puisqu'Autotrade va être capable de t'acheter, de vendre la découverte de te racheter, mais en plus de mettre la quantité en fait, de l'eau qui va bien à ton compte. Donc ça, c'est assez fabuleux. Néanmoins, je vais te montrer un truc en attendant. On peut voir, s'il te plaît, mon écran, Paul, full size. Voilà. Chez Genius, en fait, on a un truc qui ressemble à ça. Ça, c'est un graphique. Ça, c'est un DOM. Et on a même encore un truc mieux, c'est un bracket. Bon, ça, c'est assez facile, c'est ce qu'on appelle le ticket d'opération. La prochaine émission, on fera des exemples en fait, de prise de position ici. Tu verras que tu peux acheter market, limit stop, définir la quantité, même mettre un TPSL. Hein, ça, c'est facile. On peut aussi utiliser le DOM qui est ici. Le DOM, c'est assez facile, ça veut dire Diff of Market. Je te le dis en français, ça veut dire profondeur de marché. Ici, en fait, tu places des ordres côté bid, côté ask, en fonction bien sûr du sens du marché. Donc tu peux vendre sur un clic de souris et même acheter sur un clic de souris. Et chez Genius, comme on est des praticiens, on a carrément fait des OSO automatiques. C'est-à-dire que tu cliques une fois, tu as 3 ordres. Je t'expliquerai ça la prochaine fois, tu verras, c'est top. Et enfin, ce que tu peux faire sur le graphique, c'est placer aussi avec un mini bracket ici, tu peux placer un ordre et tu peux même modifier ton ordre directement sur le graphique. Ça, c'est fabuleux. Merci Paul, on revient.
Pouvez-vous nous donner des astuces particulières pour des débutants que vous pourriez partager? Je crois qu'on vous en a déjà donné pas mal, mais on va vous en donner plein dans les prochaines émissions. Comment recommandez-vous de sortir d'une position, surtout quand on commence à espérer un retournement de situation malgré les pertes, le mode espoir? Souvent, c'est trop tard. Donc, mode espoir, c'est quand tu commences à prier Dieu, la Sainte Vierge et tous les dieux du monde, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, si tu n'arrives pas à sortir, le broker va te sortir. La meilleure chose pour te sortir, c'est que tu confies effectivement à Autotrade la capacité de sortir. Comme ça, au moins, tu n'es pas emmerdé. Parce que si tu serres trop ton stop, en définitive, tu vas te faire exécuter parce que la simple respiration dehors, si tu ne le serres pas assez, que tu le mets très loin, tu vas arriver dans la zone des « c'est pas grave, ça va remonter ». Et tout de suite après, tu as merde, je peux plus sortir, j'ai trop perdu. Et enfin, je peux même plus sortir, j'ai plus de marge. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Donc effectivement, les astuces sont assez simples. Servez-vous d'Autotrade, surtout dans la capacité en fait de sortir des opérations. Les instruments de négociation pour débutants, pourriez-vous également aborder les instruments de trading les plus accessibles pour débutants? C'est une très bonne question. Les instruments de débutants sont des instruments qui évoluent, mais qui n'évoluent pas trop vite. Les premiers instruments, c'est les actions. Il n'y a pas besoin de tortiller du derrière, c'est les actions. Les actions évoluent lentement, permettent effectivement d'avoir des mouvements qui sont assez faciles, assez simples, et avoir des tailles de position réduites pour ne pas perdre trop d'argent. Les actions, pas de problème. On trade avec Autotrade Action, avec Alpaca côté américain, et avec XNT pour tout le reste du monde. Donc si vous avez, vous, un PEA ou autre chose, vous devez reporter chez votre broker, malheureusement, les opérations que sont en train d'initier Genius, qui est en train d'initier Genius. Donc ça, on a des outils. On a le widget, en définitive, le widget, je suis en train de mettre le mode full, le widget, en définitive, des alertes. Paul, si on peut voir mon écran, qui est ici, qui marche très bien, sur lequel tu peux décider simplement de voir que les stocks, choisir par exemple celles qui sont à l'achat, à la vente ou celles qui tournent, et tu as les barres de progression qui sont ici. Alors souvent les gens me disent, oui, mais les barres de progression, on ne les voit pas beaucoup tourner. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elles ne tournent pas beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, parce que les actions, il y a moins de mouvement que les indices. Et que pour que ça bouge, il faut qu'il y ait un mouvement. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mouvement, ça commence à tourner. S'il n'y a pas de mouvement, ça donne un truc comme ça. Tu vois, ça ne bouge pas des masses. Et donc, tu as Free qui est ici, qui pour l'instant n'est pas génial. Il y a une vidéo qui a été faite sur ce widget-là, c'est assez simple à comprendre. Et enfin, si vous voulez utiliser ce widget pour récupérer vos alertes, vous avez bien ici la capacité d'aller cliquer soit sur Genius Game pour être en game, ou XNT si vous êtes sur les marchés européens. Et cet après-midi, vous verrez le logo aussi d'Alpaca, puisque Alpaca ne fait que les marchés américains, et donc il faut attendre l'open des marchés américains. Donc les marchés les plus accessibles pour débutants sont les actions. Ensuite, ce sont les micro-lots. Micro-lots, c'est ceux qui commencent la plupart du temps par M, MYM, MES. Il y a aussi le FDXS, qui lui commence pas par M, mais qui est un micro-lot. Il y a le MNQ et il y a le MES. Il y a même le M2K, qui est pour le Russell. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez commencer largement par un MES, par un MYM. Ça fera l'affaire. Même le M2K, vous pouvez. Le NQ, non. Le NQ, ce n'est pas un produit pour débutants. Non. Absolument pas. C'est Jamel qui nous dit rafraîchissez. Écoute, rafraîchissez. Alors, reviens sur le graphique, s'il te plaît, Paul, sur mon écran. Je vais te donner une astuce. Regarde, tu n'as même pas besoin de rafraîchir ce que tu fais. Tu peux aller ici dans probabilité. Tu mets un petit coup de proba. Et en fait, ça te permet simplement de rafraîchir le widget. Tu vois? Mais le widget se rafraîchit en temps réel. Si tu n'as pas de rafraîchissement, c'est parce que. Et là où il a raison, Jamel, c'est parce que. Ça ne prend que les 10 dernières opérations. Donc quand on a 8000, c'est pas évident. Tu peux afficher plus dans View, et là tu en as 15. Mais dans ce cas-là, ça sera que les 15 dernières opérations. Tu n'en auras pas plus, tu vois ce que je veux dire. Si tu en veux plus, tu rafraîchis, et les dernières viendront s'incrémenter. Là, tu peux, effectivement. Merci Jamel, en tout cas, de ton intervention. On revient sur moi, Paul, s'il te plaît. Quels sont les indicateurs les plus importants et à surveiller pour un débutant? La question est importante. Quels sont les indicateurs, tiens Raphaël, quels sont les indicateurs que tu surveilles, toi? Alors nous on trade sans indicateurs. Oui, mais il y en a quand même. Le prix d'action, on utilise deux outils qui est le VP et le VWAP. C'est les deux principaux outils, on va dire, qu'on va regarder sur le graphique. Raphaël, je te coupe, tu vas les faire hurler. C'est des trucs barbares en boîte de nuit avec 6 grammes dans le sang. On utilise le prix moyen, d'accord, et le POC, le Point of Control.
C'est surtout ça. Le prix moyen qui permet de savoir où devrait être le prix alors qu'il n'y est pas, et le Pocket Control qui permet de voir là où les opérateurs s'échangent le plus. Mais moi, je ne pensais pas à ça, Raphaël. Moi, je pensais plutôt au drawdown average, au lot average. Ça, c'est des trucs fondamentaux. Les indicateurs que nous utilisons sont des indicateurs concrets. Ce n'est pas empirique, c'est matériel. Tu as le drawdown average, donc tu retrouves... Alors ça, on peut peut-être aussi, Paul, si tu vas avoir la gentillesse d'afficher mon écran. Pendant ce temps-là, je dis ça, je dis rien, le DAX est en train de s'écrouler. Tout est dans le header ici, tu vois. Tout est dans le header ici. Et là, tu t'aperçois que tu utilises des drawdown average. Donc, on a déjà expliqué, mais on réexpliquera à quoi ça sert. Le volatility index, très important. Le lot average, fondamental. Le spread average et le spoofing indicator. Évidemment, ce sont nos indicateurs qui permettent de voir tout ça. Si vous cherchez, comme l'a dit très justement, merci Paul, si vous cherchez de la moyenne mobile, de la stochastique, du RSI, du MACD, du SAR, de la force relative, ils ont sorti dernièrement un Ishimoku, des figures organiques, je ne sais pas quoi, j'en sais rien, bref. Tout ça, de toute façon, ça ne sert à rien, on ne les utilise pas, et ne m'appelez pas pour me dire je n'arrive pas à mettre une moyenne mobile arithmétique sur mon graphique, parce que ce n'est pas notre tasse de thé. Hein. On expliquera tout ça, de toute façon, dans les prochaines émissions. Comment gérer efficacement le risque et déterminer la taille des positions? Ah bah, c'est pas compliqué. Une bonne gestion du risque, c'est un risque principal maximum aux alentours de 10 à 15% du capital que tu as mis en dépôt sur ton compte. Ça veut dire que dès que tu as un risque pourcentage qui dépasse les 10%, tu n'es déjà pas terrible. Mais nous, on a parce que je m'attends à la réponse de Raphaël dans les 30 secondes, nous, on a une façon de travailler sur laquelle on est plutôt entre 80 et 85% du risque. Il nous en faut un petit peu pour pouvoir sortir, donc on est entre 80 et 85. On s'expose peu, on va vite, mais bien, on prend, on s'en va. Il est où? Il n'est pas là. Il est en haut. Il est plus là. Ça me fait penser à Astérix et Obélix, là. Là, tu me vois. Là, tu me vois pas. Là, tu me vois. Là, tu me vois pas. Là, tu me vois un peu. Là, tu me vois pas. Là, tu m'as vu. Tu vois? C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de ne pas être exposé sur le marché, mais ça, vous l'avez compris pourquoi. La taille des opérations, c'est pas compliqué. Il va falloir que tu calcules quelle est ta marge initiale par rapport au produit que tu veux acheter ou vendre, quelle est effectivement ta marge ensuite de maintenance, que tu regardes ce qui te reste sur ton compte de disponible et de ne pas engager pour que ça dépasse 10%. Quand tu arrives à ça, c'est que tu es bon. Si tu as très peu de capital, tu peux monter jusqu'à 40-50%. Et enfin, il faut faire de la formation pour monter jusqu'à des 85%, ou alors laisser Autotrade gérer ce truc-là. Quelles sont les erreurs les plus courantes des débutants et comment les éviter? Raphaël, on se fait un petit... Espoir. Alors, le mode espoir, je perds, mais je laisse quand même, parce que ça va remonter. Hein. Ça va remonter. Ah, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est le plus gros, à mon sens, la plus grosse erreur. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je mets tout, je rentre tout, je fais une banque... Tiens, regarde, tapis. J'envoie tout sur la même opération. Là, t'es mort. Troisième type d'erreur, le choix de l'asset. Le NQ. Ouais, mais Raphaël, il dit NQ. NQ. Non, le NQ, c'est de la grosse merde. Pourquoi? Parce que d'un point de vue statistique, tu gagnes une fois sur 1000. Ce que tu gagnes, tu es très content parce que tu as gagné beaucoup, mais les 1999 autres opérations te font perdre beaucoup plus que ce que tu n'as gagné la première fois. Donc tu mets du temps à le comprendre, sauf quand tu écoutes ce qu'on te raconte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça. Le non-respect du money management aussi, par exemple. Tu peux donner des détails? Alors, le money management, c'est je vise une target de, par exemple, 10 points ou 20 points. C'est mettre mon stop, on va dire, au minimum 1,5. C'est-à-dire que je vais chercher 10. Ah, le RR, le reward risk. Le RR, voilà. Je vais chercher 10, mon stop il doit être positionné à 5 par exemple. Voilà. Et c'est pas d'essayer de dire je vais essayer de le faire jouer gagner, par exemple 10 points. Ouais, c'est ça. Ouais, d'essayer de chercher 10 points, mais je me fais respirer de 90. Là vous êtes. C'est très dur, hein. C'est très dur parce que en fait, comme le stop est destructeur, mais ça j'avais fait une vidéo dessus, vous le savez maintenant. On a l'impression toujours que quand on le met trop près, on se fait défoncer. Quand on le met trop loin, on se fait défoncer. Donc la justesse en fait de l'opération est pas évidente. Et en gros, en résumé, il faut bien comprendre qu'en fait un stop c'est fait pour se faire défoncer. Oui, c'est fait pour ça. Donc forcément, tu vas te faire défoncer parce que l'idée, c'est pas que le stop t'a défoncé, l'idée, c'est que l'opération, elle s'est pas faite au moment où tu devais la réaliser. C'est ce qu'on appelle un crash order. Elle tente une fois, elle tente deux fois, elle tente trois fois, ça passe pas, elle s'arrête.
Ouais, mais t'as vu, ça part après. Bah oui, c'est parce que ton ordre était là et qu'il voulait te faire perdre. Bah dans ce cas-là, t'as perdu. Mais t'as perdu un tout petit peu par rapport à ce que t'aurais perdu si t'avais été en mode espoir. Moi, j'en ai plein, hein, des erreurs que vous faites, hein, des conneries. Hein. Je m'en vais en laissant AutoTrade ouvert. Je m'en vais en laissant des opérations ouvertes. Je m'en vais, j'ai pas fait attention si j'avais des zones ou pas. Je m'en vais sans cliquer sur le bouton Cancel at Platinum Price at Market. Je m'en vais, alors que je sais que c'est risqué, mais bon, c'est pas grave, je laisse l'opération perdante traîner. Je m'en vais, mais j'ai tout coché hein, sur AutoTrade, je quitte rien, hein, moi, tout est OK. Ça, c'est des opérations qui vous font perdre absolument. Je crois que ça va monter. Ça, c'est le pareil, c'est la connerie la plus maximum des gens. Je crois que ça va monter. Là, je crois. Mais c'est pas simplement qu'une question de croyance, c'est aussi une alchimie entre ce que fait le marché, ce que font les market makers et là où ils vont prendre de l'oseille. Toi, tu as compris que tu as toujours le nez à 30 cm du cul du market maker. Si tu es dans l'autre sens, tu sens son haleine, mais dans ce cas-là, tu vas perdre, parce qu'il va être contre toi. Tu vois, c'est assez simple. D'autres peut-être, Raphaël? Le non-reste, enfin, pas de trader également pendant les horaires de marché, par exemple, aussi. Alors, overnight. Overnight, par ça, exemple. T'es mort. À 3 minutes de l'ouverture de la séance, ça c'est beau aussi. Ouais. Ça, on a vu des gens ouvrir des opérations. Attention, dans 2 minutes, ça ouvre. Le mec est déjà acheteur. D'accord, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Ou alors dans FOMC, c'est encore mieux ça. Sur la bougie, avant l'ouverture de FOMC, le mec il est déjà rentré. Hein. Ouais, je suis déjà dedans, on en a eu, hein. On a eu des cas. Alors après, c'est de la loterie, après chacun fait comme il veut. C'est du 50-50, comme dirait Jean-Pierre Pernaut. Si jamais tu es dedans et que tu as acheté, le FOMC ouvre, bah, tu as une chance sur 2 de perdre. Donc tu en as une sur 2 aussi de gagner. Mais c'est risqué quand même l'histoire. Surtout si tu es full marge sur cette opération. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire confiance à son broker, tiens. Bah, ouais. Faire confiance à son broker. Ouais, rester en permanence, gagner, essayer de gagner en permanence, quoi. Rester trop longtemps sur les marchés, ouais. Rester trop longtemps exposé, ça c'est... Interférer sur les opérations d'AutoTrade. Envoyer des ordres sur le même produit qu'AutoTrade envoie des ordres. Là, t'es mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Croiser avec des méthodes. Oui, mais moi j'aime bien parce que quand je suis la tête dans les nuages, c'est bien. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, moi. Fais ton truc dans ton coin et arrête, s'il te plaît, de me raconter une salade. Ça n'a jamais fait gagner quiconque d'autre que l'autre Perwal et l'autre machin. C'est tout, point barre. Il faut reconnaître que ça n'a jamais fait gagner d'autres personnes que des gens qui ont écrit des absurdités. Parce qu'en fait, c'est un peu comme comme la voyante. C'est l'effet voyante. Tu vas chez la voyante, elle est maline. Hein, t'as vu venir, elle a vu que tu avais le billet dans la poche et tout, elle est maline. Elle te dit je vous sens triste. Évidemment, tu vas avoir une voyante, c'est pas parce que tu pètes le feu, hein, ça c'est la première chose. C'est ou des problèmes d'amour, ou des problèmes financiers, ou de travail. Et toi, bien sûr, tu ouvres ta grande trappe. Oui, vous avez raison, j'ai un problème dans le boulot. Ah, vous voyez, comme quoi je ne me trompe pas. Et elle te dit, mais vous avez un problème dans le travail avec vos collègues ou votre patron. Et là, comment vous le savez? C'est avec ma collègue Ginette qui est sur le côté. Ah, vous êtes forte quand même. Et tu vois, c'est que ça, en fait. Et les mecs qui font de l'analyse technique ou des méthodes empiriques, en fait, tu leur dis, mais tu sais que c'est de la merde. Il te dit, non, j'ai gagné. T'as gagné avec quoi? Avec la stochastique multipliée par racine carrée d'un dromadaire et je sais pas quoi. Et le mec, en fait, est tellement aveuglé par ce résultat qu'il a oublié qu'en fait, s'il a gagné, c'est parce qu'il est tombé dans un bon moment avec une bonne opération dans un bon sens. Mais l'indicateur en soi, je pourrais faire parler devant l'écran des gens avec lesquels j'ai travaillé qui seraient incapables de prendre une opération à moins de 10 secondes après que le signal eût été starté, tu vois. C'est absurde, hein. Moi j'ai vu ça en live. Hein. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de forecaster pour savoir ce qu'on doit faire, avec des probabilités, avec ce que tu veux. Eux, ils prennent le mouvement quand le signal a déjà starté depuis 10 minutes. Bon, bah, effectivement, tu fais des vidéos le week-end, t'es tranquille. Au moins, c'est réglé. Quoi d'autre pour finir, Raphaël? Et ça sera les dernières. Les erreurs, ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour, là, déjà. Il y en a certainement d'autres. Moi, il y en a une, pour finir, si t'en as plus. C'est acheter le VMH alors que ça fait déjà 15 jours qu'on explique que le VMH est en train de se péter la gueule et que la Chine fait la tronche et qu'elle se prépare à faire la guerre. Mais il y en a qui achètent LVMH. Moi, je regrette. Je ne balancerai pas des noms. Je ne balancerai pas de noms. Mais il y en a... Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est coincé dans une opération, il ne faut pas vraiment se laisser coincer encore plus. Quand tu es coincé, tu t'arrêtes. Parce que ce n'est pas le marché qui va te sortir de la merde. C'est toi qui te sortiras de la merde. Merci, Raphaël, d'avoir été avec moi dans cette émission. J'ai beaucoup parlé, mais c'est toi qui parleras dans les prochaines. Ça va devenir, pourquoi pas, une hebdomadaire dans laquelle on aura une structure qui sera normée avec une avancée au fur et à mesure.
pour la prochaine de ces émissions. On parlera beaucoup de l'algorithme et d'autotrade. Et la suivante, on parlera beaucoup d'ordre manuel, Raphaël. Et moi, j'aimerais bien aussi que tu en prépares une sur comment interpréter ce que tu dis dans la télé. Ça pourrait être pas mal, ça. Et pourquoi pas, avec plaisir. Bon appétit à tous les Genius. On te retrouve à 15h, si je ne m'abuse, heure, en tout cas, Paris. Hein, il sera donc exactement 9h à Miami ou à New York. On se retrouve tout à l'heure après non pas le petit déjeuner, mais le déjeuner tout court avec Raphaël pour le Good Morning Mr. Do. Pour ma part, je vous retrouve à 17h15 pour le Fixing Live. Merci Raphaël. Je te laisse le mot de la fin. Merci Luc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, à tous, bon appétit les Genius, on se retrouve à 15h. Take care, tchuss, surtout enjoy. Ciao, salut, bye bye. Open up your eyes and see everything you wanted. Know if you believe it, know that you can have it, yeah. Though the best in life don't ever come easy, you don't have to worry. See, it's all about the journey, yeah. So we're climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. In our bones is a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top. Climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. In our bones is a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top, yeah.